Le lendemain, au lycée, je n'éprouvais pas le besoin de raconter à René, à qui je disais tout, ma journée du dimanche. Mais je n'étais pas d'humeur à supporter qu'il me raillât de n'avoir pas embrassé Marthe en cachette. Autre chose m'étonnait, c'est qu'aujourd'hui je trouvais René moins différent de mes camarades. Ressentant de l'amour pour Marthe, j'en ôtais à René, à mes parents, à mes sœurs. Je me promettais bien cet effort de volonté de ne pas venir la voir avant le jour de notre rendez-vous. Pourtant, le mardi soir, ne pouvant attendre, je suis trouvé à ma faiblesse de bonnes excuses qui me permissent de porter, après dîner, le livre et les journaux. Dans cette impatience, Marthe verrait la preuve de mon amour, disais-je, et si elle refuse de la voir, je saurais bien l'y contraindre. Pendant un quart d'heure, je courus comme un fou jusqu'à sa maison. Alors, craignant de la déranger pendant son repas, j'attendis en nage 10 minutes devant la grille. Je pensais que pendant ce temps, mes palpitations de cœur s'arrêteraient. Elles augmentaient au contraire. Je manquais tourner bride, mais depuis quelques minutes, d'une fenêtre voisine, une femme me regardait curieusement, voulant savoir ce que je faisais, réfugiée contre cette porte. Elle me décida. Je sonnai. J'entrai dans la maison. Je demandai à la domestique si madame était chez elle. Presque aussitôt, madame Grangier parut dans la petite pièce où l'on m'avait introduit. Je sursautai, comme si la domestique eût dû comprendre que j'avais demandé madame par convenance et que je voulais voir mademoiselle. Rougissant, je priais madame Grangier de m'excuser de la déranger à pareille heure, comme s'il eût été 1 heure du matin. Ne pouvant venir jeudi, j'apportai le livre et les journaux à sa fille. « Cela tombe à merveille, me dit madame Grangier, car Marthe n'aurait pu vous recevoir. Son fiancé a obtenu une permission, 15 jours plus tôt qu'il ne pensait. Il est arrivé hier, et Marthe dîne ce soir chez ses futurs beaux-parents. » Je m'en allai donc, et puisque je n'avais plus de chance de la revoir jamais, croyais-je, je m'efforçais de ne plus penser à Marthe, et par cela même ne pensant qu'à elle. Pourtant, 1 mois après, un matin, sautant de mon wagon à la gare de la Bastille, je la vis qui descendait d'un autre. Elle allait choisir dans des magasins différentes choses en vue de son mariage. Je lui demandai de m'accompagner jusqu'à Henri IV. « Tiens, dit-elle, l'année prochaine, quand vous serez en seconde, vous aurez mon beau-père pour professeur de géographie. » Vexé qu'elle me parlât études, comme si aucune autre conversation n'eût été de mon âge, je lui ai répondu aigrement que ce serait assez drôle. Elle fronça les sourcils. Je pensais à sa mère. Nous arrivions à Henri IV, et, ne voulant pas la quitter sur ces paroles que je croyais blessantes, je décidai d'entrer en classe 1 heure plus tard, après le cours de dessin. Je lui fus reconnaissant qu'en échange, elle ne me proposa point de l'accompagner dans ses courses, mais qu'elle me donna son temps comme je lui donnais le mien. Nous étions maintenant dans le jardin du Luxembourg. 9 heures sonnèrent à l'horloge du Sénat. Je renonçais au lycée. J'avais dans ma poche, par miracle, plus d'argent que n'en a d'habitude un collégien en 2 ans, ayant la veille vendu mes timbres-poste les plus rares à la bourse aux timbres, qui se tient derrière le Guignol des Champs-Élysées. Au cours de la conversation, Marthe, m'ayant appris qu'elle déjeunait chez ses beaux-parents, je décidai de la résoudre à rester avec moi. Nous restions immobiles. Ainsi doit être le bonheur. Un chien sauta du bassin et se secoua. Marthe se leva, comme quelqu'un qui, après la sieste, et le visage encore enduit de sommeil, secoue ses rêves. Elle portait une robe de foulard, chiffonnée depuis qu'elle s'était assise. Je ne pus m'empêcher d'imaginer les dessins que le canage imprime sur la peau. « Allons, accompagnez-moi dans les magasins, puisque vous êtes décidé à ne pas aller en classe, » dit Marthe, faisant pour la première fois allusion à ce que je négligeais pour elle. Je l'accompagnai dans plusieurs maisons de lingerie, l'empêchant de commander ce qui lui plaisait et ne me plaisait pas. Par exemple, évitant le rose, qui m'importune et qui était sa couleur favorite. Après ses premières victoires, il fallait obtenir de Marthe qu'elle ne déjeunât pas chez ses beaux-parents. Ne pensant pas qu'elle pouvait leur mentir pour le simple plaisir de rester en ma compagnie, je cherchais ce qui la déterminerait à me suivre dans l'école buissonnière. Elle rêvait de connaître un bar américain. Elle n'avait jamais osé demander à son fiancé de l'y conduire. D'ailleurs, il ignorait les bars. Je tenais mon prétexte. Elle me dit « Attendez-moi une seconde,
Je vais téléphoner à ma belle-mère que je suis dans un quartier trop éloigné pour arriver à temps. Au bout de quelques minutes, n'en pouvant plus d'impatience, j'avisai une marchande de fleurs et je choisis une à une des roses rouges dont je fis faire une botte. Je ne pensais pas tant au plaisir de Marthe qu'à la nécessité pour elle de mentir encore ce soir pour expliquer à ses parents d'où venaient les roses. Notre projet, lors de la première rencontre, d'aller à une académie de dessin. Le mensonge du téléphone qu'elle répéterait ce soir à ses parents, mensonge auquel s'ajouterait celui des roses, mettait des faveurs plus douces qu'un baiser. Marthe sortait de la poste, rayonnante, après le premier mensonge. Je donnai au chauffeur l'adresse d'un bar de la rue d'Aunoux. Elle s'extasiait, comme une pensionnaire, sur la veste blanche du barman, la grâce avec laquelle il secouait les gobelets d'argent, les noms bizarres ou poétiques des mélanges. Elle respirait de temps en temps les roses rouges dont elle se promettait de faire une aquarelle qu'elle me donnerait en souvenir de cette journée. Je lui demandai de me montrer une photographie de son fiancé. Je le trouvais beau. Sentant déjà quelle importance elle attachait à mes opinions, je poussai l'hypocrisie jusqu'à lui dire qu'il était très beau, mais d'un air peu convaincu pour lui donner à penser que je le lui disais par politesse. Ce qui, selon moi, devait jeter le trouble dans l'âme de Marthe et, de plus, m'attirer sa reconnaissance. Mais l'après-midi, il fallut songer au motif de son voyage. Son fiancé, dont elle savait les goûts, s'en était remis complètement à elle du soin de choisir leur mobilier. Elle devait ce jour-là choisir quelques meubles pour leur chambre à coucher. Cette obligation d'accompagner Marthe m'apparut comme une malchance. Il fallait donc l'aider à choisir une chambre pour elle et un autre. Puis, j'entrevis le moyen de choisir une chambre pour Marthe et pour moi. J'oubliais si vite son fiancé qu'au bout d'un quart d'heure de marche, on m'aurait surpris en me rappelant que, dans cette chambre, un autre dormirait auprès d'elle. Elle murmurait « Lui qui voulait une chambre rose !» N'osant même plus m'avouer ses propres goûts, elle les attribuait à son fiancé. Je devinais que dans quelques jours, nous les raillerions ensemble. Pourtant, je ne comprenais pas bien cette faiblesse. Si elle ne m'aime pas, pensais-je, quelle raison a-t-elle de me céder, de sacrifier ses préférences et celles de ce jeune homme aux miennes? Je n'en trouvais aucune. La plus modeste eût été encore de me dire que Marthe m'aimait. Pourtant, j'étais sûre du contraire. Marthe m'avait dit « Au moins, laissons-lui l'étoffe rose. » Laissons-lui. Rien que pour ce mot, je me sentais près de lâcher prise. Mais lui laisser l'étoffe rose équivalait à tout abandonner. Je représentais à Marthe combien ces murs roses cacheraient les meubles simples que nous avions choisis et, reculant encore devant le scandale, lui conseillais de faire peindre les murs de sa chambre à la chaux. C'était le coup de grâce. Toute la journée, Marthe avait été tellement harcelée qu'elle le reçut sans révolte. Elle se contenta de me dire « En effet, vous avez raison ». À la fin de cette journée éreintante, je me félicitais du pas que j'avais fait. J'étais parvenue à transformer, meuble à meuble, ce mariage d'amour, ou plutôt d'amourette, en un mariage de raison. Et lequel? En me quittant ce soir-là, au lieu d'éviter désormais mes conseils, elle m'avait prié de l'aider les jours suivants dans le choix de ses autres meubles. Je le lui promis, mais à condition qu'elle me jurât de ne jamais le dire à son fiancé, puisque la seule raison qui pût à la longue lui faire admettre ces meubles, s'il avait de l'amour pour Marthe, c'était de penser que tout sortait d'elle, de son bon plaisir, qui deviendrait le leur. « Bah, Jacques s'habituera bien à cette chambre », avait dit Marthe. En me couchant, je me répétais que si elle songeait à son mariage avant de dormir, elle devait ce soir l'envisager de toute autre sorte qu'elle ne l'avait fait les jours précédents. Pour moi, quelle que fût l'issue de cette idylle, j'étais, d'avance, bien vengée de son Jacques. Je pensais à la nuit de noces dans cette chambre austère, dans ma chambre. Le lendemain matin, je guettais dans la rue le facteur qui devait m'apporter une lettre d'absence. Il me la remit. Je l'empochai, jetant les autres dans la boîte de notre grille. Procédé trop simple pour ne pas en user toujours. Manquer la classe voulait dire, selon moi, que j'étais amoureux de Marthe. Je me trompais. Marthe ne m'était que le prétexte de cette école buissonnière. Et la preuve, c'est qu'après avoir goûté en compagnie de Marthe au charme de la liberté, je voulus y goûter seul, puis faire des adeptes. La liberté me devint vite une drogue. L'année scolaire touchait à sa fin, et je voyais avec terreur que ma paresse allait rester impunie.
Alors que je souhaitais le renvoi du collège, un drame, enfin, qui clôtura cette période. Les classes m'avaient toujours été un supplice. Marthe et la liberté avaient achevé de me les rendre intolérables. Je me rendais bien compte que si j'aimais moins René, c'était simplement parce qu'il me rappelait quelque chose du collège. Je souffrais, et cette crainte me rendait moins physiquement malade, à l'idée de me retrouver l'année suivante dans la niaiserie de mes condisciples. Pour le malheur de René, je lui avais trop bien fait partager mon vice. Aussi, lorsque, moins habile que moi, il m'annonça qu'il était renvoyé de Henri IV, je crus l'être moi-même. Il fallait l'apprendre à mon père, car il me saurait gré de le lui dire moi-même, avant la lettre du censeur, lettre trop grave à subtiliser. Nous étions un mercredi. Le lendemain, jour de congé, j'attendis que mon père fût à Paris pour prévenir ma mère. La perspective de 4 jours de trouble dans son ménage l'alarma plus que la nouvelle. Puis je partis au bord de la Marne, où Marthe m'avait dit qu'elle me rejoindrait peut-être. Elle n'y était pas. Ce fut une chance. Un de mes frères, assez excité par l'orage, me dit de me rendre dans la chambre où mon père s'était étendu. Des éclats de voix, des menaces, m'eussent permis la révolte. Ce fut pire. Mon père se taisait. Ensuite, sans aucune colère, avec une voix même plus douce que de coutume, il me dit « Eh bien, que comptes-tu faire maintenant ?» Les larmes qui ne pouvaient s'enfuir par mes yeux, comme un essaim d'abeilles, bourdonnaient dans ma tête. À une volonté, j'eusse pu opposer la mienne, même impuissante. Mais devant une telle douceur, je ne pensais qu'à me soumettre. « Ce que tu m'ordonneras de faire. »« Non, ne mens pas encore. Je t'ai toujours laissé agir comme tu le voulais. Continue. Sans doute auras-tu à cœur de m'en faire repentir. » Dans l'extrême jeunesse, l'on est trop enclin, comme les femmes, à croire que les larmes dédommagent de tout. Mon père ne me demandait même pas de larmes. Devant sa générosité, j'avais honte du présent et de l'avenir, car je sentais que, quoi que je lui dise, je mentirais. Je finis de vouloir peindre et de n'avoir jamais osé le dire. Encore une fois, mon père ne dit pas non, à condition que je continuasse d'apprendre chez nous ce que j'aurais dû apprendre au collège, mais avec la liberté de peindre. Lorsque quelque chose, venu de l'extérieur, m'obligeait à penser moins paresseusement à Marthe, j'y pensais sans amour, avec la mélancolie que l'on éprouve pour ce qui aurait pu être. « Bah, me disais-je, c'eût été trop beau. On ne peut à la fois choisir le lit et coucher dedans. »